Mylène de Monod n'était pas seulement une étoile du cinéma des années 1960. Elle était une force de la nature, une femme dont la beauté éblouissante et la présence magnétique transcendaient l'écran pour incarner l'essence du glamour à la française. Mais derrière les flashs des appareils photo, les tapis rouges et le sourire envoûtant de cette icône se cachait une âme d'une résilience extraordinaire. Mylène n'était pas qu'une actrice. Elle était une survivante, une porte-parole de la vérité, une combattante acharnée qui affrontait ses démons avec une grâce féroce. Qu'il s'agisse de surmonter les blessures de l'enfance, de dénoncer les injustices ou de faire face à la maladie avec une honnêteté brute, elle refusait catégoriquement de se poser en victime. Sa vie, marquée par des triomphes éclatants et des épreuves déchirantes, est une fresque d'élégance, de courage et de détermination, une histoire qui continue d'inspirer bien au-delà de son époque. Née le 7 septembre 1935 sous le nom de Marie-Hélène de Monod, dans la ville ensoleillée de Nice, Mylène grandit dans un monde où se mêlaient privilèges et douleurs. Son père, Alfred Jean de Monod, était un haut fonctionnaire au ministère de l'Économie nationale, un homme d'une rigueur implacable, dont les attentes pesaient comme une ombre sur la jeune fille. Sa silhouette imposante, toujours vêtue de costumes impeccables, semblait incarner l'ordre et la discipline, mais il laissait peu de place à l'expression des émotions. Sa mère, Claudia Trubnikova, était une émigrée russe ayant fui la tourmente de la révolution bolchevique depuis Kharkiv, alors dans l'Empire russe, aujourd'hui en Ukraine. Claudia portait en elle un mélange complexe de nostalgie, de résilience et de mélancolie, des traits qu'elle transmit à sa fille, souvent à travers une affection distante et exigeante. La vie familiale de Mylène était fragmentée. Alfred passait la majeure partie de son temps à Paris pour ses obligations professionnelles, tandis que Mylène, encore enfant, restait à Nice sous la garde de sa grand-mère paternelle, Clotilde de Fosson-Dicana, une aristocrate d'origine italienne. Leur maison, nichée dans un quartier élégant de Nice, était un lieu de raffinement, avec ses meubles en acajou, ses tapis persans et ses rideaux de velours. Pourtant, l'atmosphère y était émotionnellement rigide, presque étouffante. Clotilde, bien que bienveillante, imposait une discipline stricte, et les rires d'enfants y étaient rares. Mylène, sensible et introspective, se sentait souvent étrangère dans cet environnement, comme si elle n'appartenait pas tout à fait à ce monde de convenance. Dès son plus jeune âge, Mylène fut confrontée à une cruauté qui marqua profondément sa perception d'elle-même. Née avec un strabisme, une condition qui faisait dévier son œil gauche, elle devint la cible de moqueries incessantes à l'école. Les enfants, avec la brutalité innocente de la jeunesse, la surnommaient la louche, un terme cruel qui jouait sur son apparence tout en insinuant une malhonnêteté qu'elle ne possédait pas. Ces railleries ne se limitaient pas aux enfants. Les adultes, par leurs regards furtifs ou leurs murmures indiscrets, contribuaient à éroder son estime de soi. Comment des parents si beaux ont-ils pu donner naissance à une telle anomalie? Entendait-elle parfois des mots qui s'enfonçaient comme des lames dans son cœur d'enfant. Je ne me sentais pas seulement laide, confiera-t-elle des décennies plus tard dans une interview poignante. J'avais l'impression que mon apparence donnait aux gens une excuse pour me traiter avec mépris, pour dire des choses qu'aucun enfant ne devrait entendre. Sa mère, Claudia, attachée à des standards élevés de beauté et d'élégance, ne fit que peu pour apaiser cette douleur. Obsédée par l'image de perfection qu'elle voulait projeter, elle semblait parfois plus préoccupée par l'apparence de sa fille que par ses blessures intérieures. Cette distance émotionnelle creusa un fossé entre elles, un silence que Mylène comblerait plus tard par sa propre force. En 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale ravageait l'Europe, la famille retourna brièvement à Nice pour rendre visite à la grand-mère mourante de Mylène. Ce voyage, marqué par les privations de la guerre, la faim, les rationnements, l'incertitude fut un cauchemar pour la jeune fille. J'étais maigre, affamée, et je louchais, se souvenait-elle. Je me sentais comme un fardeau, une erreur. Ce sentiment d'être brisée, tant physiquement qu'émotionnellement, s'ancra profondément en elle, façonnant une résilience qui deviendrait sa marque de fabrique. Dans ce tumulte, Mylène trouva un refuge inattendu, la musique. Le piano devint son sanctuaire, un espace où elle pouvait s'exprimer sans crainte de jugement. Elle s'entraînait avec une ferveur presque obsessionnelle, transformant ses émotions en mélodies qui semblaient porter tout le poids de son âme. Chaque note était une révolte silencieuse contre les moqueries, chaque accord une affirmation de sa valeur. Son talent ne passa pas inaperçu. À l'adolescence, elle eut l'opportunité d'étudier avec Marguerite Long, une pianiste légendaire qui avait collaboré avec des compositeurs comme Debussy et Ravel.
Plus tard, elle travailla avec Yves Nat, un maître connu pour sa profondeur interprétative. Ses mentors virent en Mylène plus qu'une musicienne prometteuse, ils reconnurent une jeune femme cherchant à transcender ses blessures à travers l'art. Le piano était mon langage secret, dirait-elle. Quand je jouais, je n'étais plus la fille aux yeux déviants. J'étais une voix, une histoire, une beauté que personne ne pouvait nier. Ses heures passées au clavier lui apprirent la discipline, la patience et la capacité de trouver de la lumière dans l'obscurité. Pourtant, malgré ce refuge, le poids de son apparence restait insupportable. À 15 ans, désespérée de se libérer de son strabisme, elle supplia ses parents de lui permettre une opération corrective. Leur hésitation initiale la poussa à un acte de désespoir, elle menaça de mettre fin à ses jours. Ce n'était pas une envie de mourir, expliquera-t-elle plus tard, mais un besoin désespéré de rendre ma douleur visible, de faire entendre ma voix. Ses parents finirent par céder, et l'opération, réalisée avec succès, marqua un tournant. Après, je me tenais plus droite, se souvenait-elle. Pour la première fois, les gens me regardaient sans détourner les yeux. Je me sentais enfin digne d'être vue. Cette transformation physique, bien plus qu'un simple changement esthétique, alluma en elle une étincelle de confiance. Elle ne voulait plus se cacher derrière un piano, elle voulait être entendue, célébrée, aimée. À la fin de son adolescence, Mylène s'installa à Paris pour poursuivre une formation au Cours Simon, une école prestigieuse d'art dramatique. Là, elle découvrit un monde où ses émotions, si longtemps refoulées, pouvaient être canalisées dans des performances puissantes. Elle étudia ensuite avec Marie Ventura, une enseignante légendaire connue pour son approche intense et authentique. Ventura lui apprit que la douleur, loin d'être une faiblesse, était une source de vérité. J'ai compris que tout ce que j'avais enfoui, la honte, la colère, la solitude pouvait devenir ma force sur scène, confia Mylène. Cette révélation fut le point de départ d'une transformation profonde, d'une enfant blessée à une femme prête à conquérir le monde. Au début des années 1950, Paris était une ville en pleine renaissance culturelle. La France, sortie des ombres de la Seconde Guerre mondiale, se réinventait à travers l'art, le cinéma et la mode. Les cafés du quartier latin débordaient d'intellectuels, les salles de cinéma projetaient des films audacieux, et la mode parisienne redevenait le symbole de l'élégance mondiale. C'est dans ce contexte vibrant que Mylène de Monod, désormais une jeune femme de 20 ans, fit ses premiers pas dans le monde du spectacle. Grâce à son opération des yeux et à une détermination sans faille, elle avait laissé derrière elle les moqueries de l'enfance. Grande, élancée, avec des traits d'une beauté saisissante, elle devint rapidement une mannequin prisée, posant pour des campagnes publicitaires et des magazines de mode. Ses photos, publiées dans des revues comme Vogue et Elle, capturaient une élégance naturelle mêlée d'une touche de mystère. Mais ce fut une rencontre fortuite qui lança véritablement sa carrière. Henri Coste, un photographe de mode réputé pour son talent à saisir l'âme de ses sujets, la repéra lors d'une séance photo pour une marque de haute couture. Fasciné par son mélange de vulnérabilité et de force, il réalisa une série de portraits qui devinrent emblématiques. Dans ces images, Mylène apparaissait à la fois fragile et magnétique, son regard perçant révélant une profondeur émotionnelle rare. Il y avait quelque chose dans ses yeux, dira Coste plus tard. Une histoire, une douleur, une promesse. L'une de ces photos atterrit sur le bureau de Raymond Rouleau, un réalisateur respecté qui cherchait une actrice pour son adaptation des Sorcières de Salem d'Arthur Miller. Rouleau, impressionné par l'intensité de Mylène, lui offrit le rôle d'Abigail Williams, la jeune accusatrice au cœur des procès de sorcellerie. À seulement 21 ans, Mylène fit ses débuts au cinéma dans ce film sorti en 1957, captivant le public par sa capacité à incarner une figure à la fois manipulatrice et tourmentée. Ce rôle, exigeant et complexe, la propulsa sous les feux de la rampe, faisant d'elle une étoile montante du cinéma français. La même année, elle enchaîna avec des rôles dans Les Espions de Henri-Georges Clouzot, où elle joua une femme énigmatique dans un thriller d'espionnage, et Faible femme, où elle incarna une héroïne douce mais résolue. Le public fut immédiatement séduit par sa présence à l'écran, un mélange unique de tendresse et d'intensité. En 1958, le réalisateur américain Otto Preminger lui offrit un rôle dans Bonjour Tristesse, une adaptation du roman de Françoise Sagan tourné sur la Côte d'Azur. Bien que son rôle fût modeste, Mylène tint tête à des stars internationales comme Deborah Kerr et David Niven, prouvant qu'elle pouvait briller sur la scène mondiale.
Ce film, avec ses paysages ensoleillés et son exploration des tensions émotionnelles, renforça sa notoriété. Au début des années 1960, elle multiplia les projets à travers l'Europe, jouant dans des films aussi variés que La bataille de Marathon aux côtés de Steve Reeves, un péplum italien épique, et la trilogie Fantômas, où elle partagea l'affiche avec Jean Marais et Louis de Funès. Ces films, mêlant humour, aventure et style, firent d'elle une figure incontournable de la culture populaire française. Son rôle d'Hélène dans Fantômas, une femme à la fois espiègle et séduisante, consolida son image de blonde fatale, une étiquette qu'elle accepta avec réticence. Pourtant, ce succès avait un prix. Les médias, fascinés par son physique, la comparaient constamment à Brigitte Bardot, l'icône ultime du cinéma français. Cette étiquette, bien que flatteuse pour certains, agaçait profondément Mylène. « Je ne suis pas Bardot, et je n'ai jamais voulu l'être », déclara-t-elle lors d'une interview en 1962. « On nous réduit à nos cheveux blonds, à nos sourires, mais nous sommes bien plus que cela. Nous avons des ambitions, des colères, des rêves. » Cette franchise, rare dans une industrie obsédée par l'image, témoignait de son refus de se conformer aux attentes. Elle voulait être reconnue pour son talent, pas pour sa ressemblance avec une autre. Sa maîtrise de l'italien, héritée de sa grand-mère, lui ouvrit les portes du cinéma italien. Elle joua dans des péplums comme L'Hercule contre les Titans et des drames historiques, partageant l'affiche avec des acteurs comme Dirk Bogarde dans The Singer Note the Song et Roger Moore dans The Saint. Dans des films moins connus, comme L'Inassouvi, elle révéla une profondeur dramatique qui contrastait avec son image publique. Ses rôles, bien que rares, lui permettaient d'explorer des facettes plus complexes de son jeu, loin des stéréotypes de la blonde fatale. En coulisses, Mylène était une femme audacieuse, connue pour son franc-parler. Elle plaisantait avec les techniciens, fumait sur les plateaux et n'hésitait pas à confronter les réalisateurs lorsqu'elle sentait une injustice. « Je détestais l'hypocrisie », confia-t-elle. « Dans ce milieu, tout le monde joue un rôle, mais je voulais être moi. » Sur le plan personnel, sa vie prit un tournant en 1958 lorsqu'elle épousa Henri Coste, le photographe qui l'avait découverte. Leur mariage, marqué par des tensions professionnelles et des divergences personnelles, s'effrita au fil des années. En 1968, après une décennie tumultueuse, ils se séparèrent. Cette rupture, bien que douloureuse, ouvrit la voie à une rencontre qui allait redéfinir sa vie. Celle avec Marc Simon, un homme qui serait à la fois son grand amour et sa plus grande épreuve. La rencontre entre Mylène de Monod et Marc Simon, sur le tournage de la série télévisée Dossier de l'agence au milieu des années 1960, fut comme une étincelle dans un ciel d'orage. Marc, fils du célèbre écrivain belge Georges Simenon, créateur du commissaire Maigret, était un homme d'une beauté classique, avec un charme aristocratique et un esprit vif. Il ressemblait à une sculpture de Michel-Ange, se souvenait Mylène avec une pointe d'humour. Mais derrière cette façade se cachait un homme tourmenté, écrasé par l'ombre de son père et en quête d'une identité propre. Mylène, au départ, le percevait comme un privilégié sans véritable ambition, un fils à papa vivant dans l'héritage d'un géant littéraire. Pourtant, cette première impression céda rapidement la place à une fascination mutuelle, puis à un amour profond. Ils se marièrent en 1966 lors d'une cérémonie civile à Paris, une union qui semblait sceller une alliance aussi romantique qu'intellectuelle. Marc, qui se lançait dans la réalisation et l'écriture de scénarios, voyait en Mylène une muse, une partenaire créative. Elle joua dans plusieurs de ses films, comme Par le sang des autres et Le Champignon, et s'impliqua activement dans leur production, apportant des idées et un soutien indéfectible. En privé, elle se donnait pour mission de l'aider à sortir de l'ombre de son père. « Je voulais qu'il devienne quelqu'un à part entière », écrira-t-elle dans ses mémoires. Il avait du talent, mais il portait un fardeau trop lourd. Leur relation, au départ électrique et passionnée, fut bientôt assombrie par les démons de Marc. À la fin des années 1970, ses frustrations professionnelles des projets avortés, des critiques mitigées se transformèrent en une dépendance croissante à l'alcool. L'homme qui l'avait séduite par son charme et son intelligence devint imprévisible, parfois violent. Dans Le Piège, 2007, ses mémoires publiées des décennies plus tard, Mylène décrivit avec une honnêteté déchirante les nuits où elle vivait dans la peur. « Il y avait des moments où je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais épousé », écrivit-elle. L'alcool le transformait en quelqu'un d'autre, quelqu'un que je craignais. Pourtant, malgré ces épreuves,
elle refusa d'abandonner Marc. Je l'aimais trop pour partir, confia-t-elle. Je croyais qu'il était encore là, quelque part, sous ses tourments. En 1985, dans un geste poignant, le couple renouvela ses vœux lors d'une cérémonie religieuse, un symbole de leur engagement à surmonter les épreuves. C'était comme redire au monde que nous croyions encore en nous, expliqua Mylène. Cet amour, bien que marqué par la douleur, était ancré dans une foi mutuelle, une conviction que même les ténèbres pouvaient être traversées. Mais cette foi fut brisée en octobre 1999, lorsque Marc fit une chute tragique dans l'escalier de leur appartement parisien. Le traumatisme crânien qui en résulta le plongea dans un coma. Pendant 5 jours, Mylène resta à son chevet, refusant de quitter l'hôpital. Lorsqu'il s'éteignit le 24 octobre 1999, à l'âge de 60 ans, elle perdit une partie d'elle-même. Ce n'était pas seulement mon mari, dira-t-elle. C'était mon monde, ma bataille, mon amour. Mylène ne se remaria jamais. Malgré des propositions, parfois de la part d'hommes beaucoup plus jeunes, elle les repoussa avec douceur. J'ai eu des amants, avoua-t-elle avec un sourire espiègle, mais je serai toujours l'épouse d'un seul homme. Elle conserva une photo de Marc sur sa table de chevet jusqu'à la fin de sa vie, un témoignage de son amour indéfectible. Dans ses interviews et ses apparitions publiques, elle parlait de lui avec une tendresse mêlée de tristesse, évoquant la dualité de leur relation. Un amour à la fois rédempteur et destructeur. La mort de Marc aurait pu briser Mylène, la pousser à se retirer dans l'ombre. Au lieu de cela, elle transforma son chagrin en carburant, revenant sur le devant de la scène avec une détermination renouvelée. En 2008, elle publia Le Piège, un témoignage brut et sans concession sur les ravages de l'alcoolisme. Ce livre n'était pas une accusation contre Marc, mais un exorcisme personnel, une réflexion sur l'amour, la dépendance et la résilience. J'ai écrit pour comprendre, expliqua-t-elle. Pour comprendre lui, moi, et ce que nous avions traversé. Le livre toucha un large public, révélant une Mylène vulnérable mais indomptable, prête à briser les tabous pour aider ceux qui souffraient en silence. En 2010, une nouvelle épreuve frappa. Mylène découvrit que son conseiller financier, Olivier Metzner, un avocat réputé, l'avait escroqué de plus de 2 millions d'euros. Elle n'était pas la seule victime, des célébrités comme Isabelle Adjani et Monica Bellucci avaient également été dépouillées. Mais là où d'autres choisirent le silence, Mylène opta pour l'action. Elle porta plainte, récupéra une partie de ses fonds et en 2019, publia Très cher escroc, un ouvrage incisif dénonçant l'arrogance et l'impunité des puissants. Ce livre, mêlant colère, analyse et anecdotes personnelles, était une déclaration de guerre contre ceux qui abusent de la confiance d'autrui. Je ne pouvais pas laisser cela passer, déclara-t-elle. Le silence, c'est la complicité. Parallèlement, Mylène consacra son énergie à des causes qui lui tenaient à cœur. Amoureuse des animaux depuis l'enfance, elle devint présidente d'honneur du Refuge de l'Arche, un sanctuaire en Mayenne pour les animaux maltraités ou issus de la captivité. En 2011, elle vendit sa villa sur l'île de Porquerolles, un lieu qu'elle chérissait, pour s'installer près du refuge. Là, elle passait ses journées à soigner les animaux, à soutenir les bénévoles et à sensibiliser le public. Les animaux ne jugent pas, disait-elle. Ils vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous représentez. Elle s'engagea également pour l'environnement, les campagnes contre les mines antipersonnelles et le droit à une mort digne, devenant membre actif de l'association DMD, Droit de mourir dans la dignité. Choisir sa fin, c'est une liberté fondamentale, affirmait-elle. En 2020, un diagnostic de cancer du péritoine, une maladie rare et agressive, mit sa force à l'épreuve. Mylène affronta la maladie avec une dignité remarquable, continuant à écrire, à donner des interviews et à défendre ses causes. En 2022, elle annonça sa rémission avec un éclat de joie. « Je pète la forme », déclara-t-elle, un sourire radieux illuminant son visage. Mais quelques mois plus tard, le cancer revint, plus virulent. Épuisée par les traitements, elle prit une décision courageuse en novembre 2022. Arrêter les soins pour privilégier la qualité de vie. « Je veux vivre mes derniers jours à ma façon », expliqua-t-elle. « Je veux du sens, pas de la souffrance. » Mylène de Monod s'éteignit le 1er décembre 2022 à l'hôpital Cognac-Jay, à Paris, à l'âge de 87 ans. Ses funérailles, au crématorium du Père-Lachaise, réunirent des figures du cinéma comme Pierre Richard et Daniel Prévost.
Ses cendres, dispersées dans la nature, étaient à l'image de sa vie. Libre, indomptée, inoubliable. Même dans ses derniers mois, Mylène vivait avec une intensité rare. En février 2022, elle assista au mariage du réalisateur Jean-François Davy et d'Irina Kostenko à Champnard. Vêtue d'une robe rouge éclatante, ornée de colliers superposés, elle rayonnait parmi ses amis, dont Benoît Poelvoorde et Bernard Lecoq. Ce fut sa dernière apparition publique, un rappel de sa capacité à briller, même face à l'adversité. Sans enfant par choix, les gosses m'ennuient, disait-elle avec son franc-parler légendaire, elle laissa un héritage riche et complexe. J'ai avorté, et je ne l'ai jamais regretté, confia-t-elle à Paris Match. Les animaux, eux, ne demandent pas autant d'efforts. Mylène conserva des liens distants avec les enfants de Marc Simon, certains l'accusant d'avoir influencé l'héritage familial. Elle maintint néanmoins une relation avec sa petite-fille par alliance et son beau-frère, Pierre Simon. Son demi-frère, Léonid Ivantov, lui survécut. Son histoire, marquée par des décennies d'éclat, de rire, de drame et de combat, est celle d'une femme qui refusa les masques dans un monde qui les exigeait. Actrice, épouse, survivante, militante, elle était une voix pour les sans-voix, une lumière dans l'obscurité. Quel moment de la vie de Mylène de Monod vous a le plus touché? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits extraordinaires de vie qui ont marqué l'histoire.